Bonjour à tous, et donc je suis votre dernier rempart avant le cocktail, donc je connais ce rôle ingrat, et donc je vais essayer à la fois d'être bref. Je suis, comme j'ai pas de cravate, je suis un entrepreneur, mais j'ai un costume, donc j'ai aussi fait des études d'économie. Euh, pour vous dire en quelques mots, ce qui est formidable quand on parle dans le cadre du Club Landois, c'est que on résout un problème qu'on a toujours dès lors que les entreprises excellent sur leur domaine, c'est ces silos. C'est-à-dire que quelque part, chacun excelle dans sa ligne et qu'on a du mal à faire des choses horizontales. Et quand on parle de soins, de prévention, on a besoin d'horizontalité, on a besoin de communautés de valeurs pour arriver à créer des consensus qui sont difficiles. Et souvent, on se tourne vers l'État qui est souvent l'entité qui, en France, est censée faire ce consensus, mais on voit que c'est de plus en plus difficile. Euh, Si on regarde un petit peu, si on veut parler en termes d'enjeux, en fait, l'enjeu qui est à peu près sur toute la population des gens qu'on veut aider, que ce soit les aidants ou les personnes qui vont demain vieillir, c'est de bien vieillir. Et ce qui semble de plus en plus s'accélérer, et le Covid a été un catalyseur, et je vous parlais beaucoup des effets du Covid, puisqu'on a interrogé beaucoup les gens pendant le Covid et après, c'est cette idée que les gens veulent vieillir chez eux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très bon pour la santé et très bon pour le portefeuille du pays. C'est-à-dire qu'on vieillit mieux chez soi, on vit plus longtemps, on est moins malade, et ça coûte par personne qui est hospitalisée ou dans un EHPAD, dans une maison, par rapport à chez elle, beaucoup moins cher, un rapport de 1 à 3 à peu près. Donc quelque part, c'est une équation économique qui devrait être évidente, et pourtant, même si elle est évidente, elle n'est pas mise en œuvre. Il y a beaucoup de raisons qui faisaient qu'elle n'était pas mise en œuvre. On peut regarder le télétravail. Si on avait eu le Covid il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu de télétravail parce que ce n'était pas possible. On n'avait pas de vidéoconférence qui marchait, on n'avait pas de Zoom, on n'avait pas de... Et donc, quelque part, ce que j'aurais essayé de vous dire ici en revenant du CES, c'est que les conditions technologiques et la compréhension grandissante de la santé des gens et les progrès qu'on fait aujourd'hui en matière de prévention, qui sont liés à cette data, qui est maintenant le nouveau Graal, sont en train d'arriver. Et donc si on se projette à 20 ans, il faut anticiper que c'est techniquement possible. Et donc quelque part, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, et ça commence à le devenir. Et si on continue un petit peu sur tout ça, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est en fait qu'on le veuille ou non, notre environnement, votre salle de bain, votre logement, votre téléphone que vous portez, auquel vous êtes de plus en plus attaché. 80% des plus de 80 ans ont maintenant l'usage d'un téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce changement. On disait, mais à 80 ans, on ne peut plus se servir d'un smartphone. En fait, eh ben, pas du tout. Le Covid a accéléré l'adoption pour rester en contact avec sa famille. Parce qu'on sait bien aussi que les personnes vieillissantes souffrent essentiellement d'isolement. Et donc, en fait, c'est cette donnée qu'on arrive finalement à sortir de la maison des personnes qui vieillissent, mais qui, aujourd'hui, ne fait pas partie des choses qui sembleraient essentielles à construire, libérer et rendre accessible correctement. Alors, pourquoi je dis qu'il faut le rendre accessible correctement? C'est-à-dire que pendant le Covid, on a appris, on a fait un sondage avec Ipsos, qui est que maintenant, les gens sont prêts à partager cette donnée dont on a si peur qu'elle soit utilisée par des GAFAM, des gens qui voudraient la monétiser. Les gens sont prêts à la partager avec leurs médecins. Et donc, quelque part, il y a un changement de mentalité. Il faut vraiment se dire, je ne sais pas si vous vous souvenez du e-commerce, on n'osait pas mettre sa carte bleue dans un site de e-commerce il y a 20 ans parce que ce n'était pas sûr. Les gens sont prêts à partager cette donnée dès lors qu'il y a un bénéfice médical. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous inspirer autour de ça. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un lieu qui est dans la maison de chacun et qui peut tout changer, c'est la salle de bain. Alors pourquoi la salle de bain, c'est un lieu qui peut tout changer? Parce que d'abord, c'est un des lieux les moins digitalisés, parce que l'endroit le plus secret et intime, c'est l'endroit où vous vous cachez de vos propres proches, parce que vous allez partager votre poids, vous ne voulez pas nécessairement le partager, enfin, vous allez regarder, vous êtes dans des situations très très intimes. C'est donc un endroit aussi où il est difficile à des grandes multinationales américaines ou chinoises de venir vous chercher. Alors il faut aussi savoir que 82% des gens amènent leur smartphone
dans leur salle de bain. Donc en fait, que vous le voyez ou non, vous êtes déjà en train d'avoir des vraies briches sur votre vie privée, mais bien organisé, comme dans beaucoup de filières, comme on a su le faire sur le paiement, comme on a su le faire sur les données bancaires, qu'on a su le faire sur les données de santé. Ça peut être la meilleure source de prévention. Et c'est quand même un endroit où il reste des compétences, des savoir-faire des acteurs européens qui sont dominants sur leur marché. Vous avez le grand Saint-Gobain, etc. Donc en plus, on a des multinationales qui sont capables de projeter et de développer des technologies avec une ambition mondiale. Des exemples quand même concrets de pourquoi la salle de bain, c'est un endroit extraordinaire pour la prévention et la santé. Il y a plus de gens qui sont blessés en tombant dans leur salle de bain que de gens blessés sur les routes. Donc c'est plus dangereux une salle de bain que de conduire aujourd'hui. Alors, c'est en plus, sur les personnes âgées, c'est un problème majeur, parce qu'en fait, c'est 60% des chutes qui arrivent dans la salle de bain, et les conséquences, en général, sont très, très mauvaises. La deuxième chose, c'est que les salles de bain ne sont pas toujours équipées correctement pour bien vieillir. On a eu une initiative avec la douche entre guillemets de Normandie, où on s'est rendu compte qu'une des raisons pour aller dans les EHPAD, c'est qu'on ne pouvait plus rentrer dans sa baignoire. Alors c'était beaucoup plus simple de dire on va changer la baignoire en mettant une douche, et c'est une initiative qui a extrêmement bien marché. Et donc en fait cette idée qu'on peut changer de logement plutôt que de changer de logement est une idée qui est à mon avis extrêmement fertile et qui n'est pas encore assez exploitée par les pouvoirs publics aujourd'hui, alors que les technologies et les outils et les acteurs sont présents. Donc, nous, notre idée, et ce qu'on essaie de partager avec vous, c'est que la salle de bain peut devenir le premier lieu de soins. Alors, je ne voudrais juste pas le stigmatiser pour le faire que pour les personnes âgées et vieillissantes. Le premier lieu de soins, vraiment du nourrisson, aux ados qui sont indisciplinés quant à leur habitude à prendre, brossage de dents, suivi du poids, et pour savoir l'espérance de vie, les assureurs le savent bien, hein, pour savoir l'espérance de vie de quelqu'un, il suffit de prendre, de calculer ce qu'on appelle l'IMC, et vous avez à 5% près, en divisant votre taille, votre poids au carré, votre espérance de vie à 5% près. Donc quelque part, en suivant quelques grandeurs, c'est terrible, je sais, mais on a quelques grandeurs simples qu'on pourrait mesurer régulièrement, on peut piloter ou améliorer la santé des gens. On ne se pèse pas assez, on ne suit pas un certain nombre de choses simples, on ne se lave pas assez les mains. Notre exemple, c'est si chacun se lavait 7 fois les mains par jour, 90% des maladies dans le monde disparaîtraient. Incroyable comme des règles simples d'hygiène qu'on a oubliées parce qu'on a tellement progressé dans le curatif et que maintenant on peut soigner la plupart des maladies jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un virus qui nous a empoisonnés pendant 3 ans. En fait, on a énormément d'une hygiène 2.0 à repenser avec tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a partagé cette vision avec les acteurs du logement social, la Caisse des dépôts et Action Logement, qui ont eu la gentillesse de commencer à réfléchir avec nous sur ce qui pouvait être fait. Et donc, d'abord, je voudrais remercier le Club Landois qui a permis de faire ça. Et en fait, on se dit qu'il y a aujourd'hui les moyens de prendre des initiatives et de créer une vraie filière avec toute une série de PME, start-up et grandes entreprises qui ont les outils. Il faut juste les orchestrer. C'est-à-dire que si vous laissez les choses se faire, et elles se font naturellement en Chine, où la problématique de la protection de la donnée est vue au niveau de l'État et non pas au niveau des individus, donc ça facilite énormément les progrès autour de l'intelligence artificielle, et où il y a une carence de médecins et de systèmes de soins. Et donc finalement, ils sont en train d'investir massivement sur ces domaines, et les leaders mondiaux des objets connectés pour la santé sont non pas les Américains, mais les Chinois. Des investissements massifs sur les plateformes de données qui sont en train d'être faites par Amazon, Google, Microsoft, etc. Donc quelque part, on a encore les savoir-faire, on a encore les utilisateurs, parce qu'on est un des premiers pays en termes de population vieillissant, et pourtant, on n'a pas pris les investissements, les initiatives nécessaires. Et donc en fait, on a commencé à discuter aussi avec France 2030, qui serait très intéressé à vraiment avoir l'idée de créer une sorte de filière d'excellence autour de la salle de bain du futur. Les outils, les technologies sont là, les startups qui ont envie, les entrepreneurs sont motivés. Les acteurs sociaux, ils voient une autre manière, et vraiment c'est un appel à bonne volonté de contribuer. On a parlé en conclusion d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire que
On sait détecter quelqu'un va tomber dans la salle de bain, mais qu'est-ce qui se passe après, une fois que la personne est tombée? Qui fait quoi? On appelle qui? Quels services se mettent en place? Donc, c'est ces chaînes de valeur sur lesquelles tout le monde existe. Tout le monde peut gagner correctement sa vie. Les financements, c'est rentable de permettre à quelqu'un de rester chez elle le plus longtemps possible. Et donc, en fait, il ne manque pas grand-chose. Et donc, une des idées, et donc je remercie encore une fois Sybille de nous donner cette opportunité de partager avant le dernier repas, et c'est pour conclure. La seule différence, c'est que vous puissiez contribuer, soit par vos idées, soit en nous présentant d'autres entrepreneurs qui pourraient partager cette vision. On est à peu près prêt dans les starting blocks. On n'a pas vraiment besoin de l'État. L'équation économique se suffit à elle-même. Il faut juste qu'on ait envie de se dire que c'est une manière de concrètement aider les gens à rester chez eux et à mieux vivre. Merci beaucoup.